Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vendredi, l'Assemblée nationale, grâce à une initiative communiste astucieuse, a pu obtenir une victoire symbolique contre le traité de libre-échange CETA, entre l'Union européenne et le Canada. Une petite victoire symbolique. Parce que la résolution est non contraignante et ne fait qu'inviter le gouvernement à faire ce qu'il aurait dû faire, soumettre la ratification du CETA au vote de l'Assemblée après un rejet massif au Sénat en mars dernier. En plus de ce mini-camouflet infligé au gouvernement, les communistes visaient un autre coup politique, mettre en avant la question des traités commerciaux et du protectionnisme 10 jours avant le scrutin. On va regarder ce qu'en disent les candidats et on va voir que l'idée protectionniste fait son petit bonhomme de chemin. Le traité CETA, conclu en 2017, n'a pas été ratifié par tous les pays, mais pourtant il est tout de même appliqué provisoirement. En France, il a été ratifié par l'Assemblée en 2019 à une très courte majorité, mais pas par le Sénat. Il doit donc repasser devant l'Assemblée, mais le gouvernement bloque la navette. La résolution de vendredi visait à dénoncer cette manœuvre dilatoire. S'agissant d'un texte porteur d'autant de risques et de questions quant à son impact sur nos concitoyens et sur l'environnement, le gouvernement ne peut continuer de s'affranchir du débat démocratique. Et elle invite instamment le gouvernement à poursuivre la procédure de ratification. Franck Riester, le ministre du Commerce, a promis que la ratification sera à nouveau proposée à l'Assemblée le moment venu. Un peu comme la reconnaissance de l'État palestinien. De toute façon, même si le Parlement français rejetait la ratification du CETA, le traité ne serait pas pour autant caduc. Le Parlement chypriote a rejeté le CETA. Mais pour que ce rejet soit officiel, le gouvernement aurait dû notifier l'Union européenne de ce rejet, ce que le gouvernement chypriote n'a jamais fait. Imaginons que le Sénat rejette le CETA et que l'Assemblée nationale le rejette à nouveau. Le gouvernement français devrait notifier l'Union européenne. Est-ce qu'il le fera? Je n'en sais rien. Et au pire, je vous garantis qu'il reste tout un micmac au niveau européen pour continuer à appliquer ce traité, en totalité ou en partie. Ah, dans cette affaire, on combine le meilleur de la Ve République et de l'Union européenne. Mais la pression est mise sur le gouvernement et un coup de projecteur est mis sur les enjeux du libre-échange et du protectionnisme dans la dernière ligne droite de la campagne. Le contexte, c'est la multiplication ces dernières années des accords de libre-échange conclus entre l'Union européenne et d'autres pays ou d'autres zones économiques. Nouvelle-Zélande, Vietnam, Royaume-Uni ou encore Mercosur avec des pays d'Amérique du Sud. Là, on voit l'ensemble de ces traités. Il y a ceux pleinement en vigueur, ceux non ratifiés mais appliqués provisoirement, ceux toujours en négociation, etc. Alors on connaît les multiples critiques qui sont adressées, déséquilibre entre les normes adoptées, impact sur l'environnement et le climat, déstabilisation des filières de production locale, mise en danger des emplois industriels, opacité des procédures de négociation, possibilité donnée aux firmes de remettre en question les législations nationales en passant devant des tribunaux d'arbitrage, etc., etc. Mais ce qu'on mesure dans cette campagne, c'est le chemin parcouru sur le tabou du protectionnisme. Il y a encore 10-15 ans, quand on prononçait ce mot, on nous répondait « C'est l'Union soviétique que vous proposez ». Aujourd'hui, on en débat sur BFM ou LCI. Et Pujadas n'est pas en train de hurler « Corée du Nord, Corée du Nord ». Est-ce qu'il faut avoir recours au protectionnisme? Mais vous voulez revenir à l'Union soviétique dans vos questions? Le protectionnisme est devenu un sujet de débat politique, et les candidats s'écharpent plutôt sur la dose de protectionnisme à introduire. Aujourd'hui, on voit bien que les règles du commerce international et du jeu mondial ne sont plus respectées. Donc nous, en Européens, on a commencé à sortir de notre naïveté en disant tout simplement être plus offensif. Oui, établir des tarifs douaniers pour protéger... Mais là, Valérie, c'est Cuba. La France va devenir un pays du tiers-monde. J'espère que c'est pas la Valérie Ayé qui siège dans Renew, le seul groupe du Parlement européen à avoir voté tous ces traités. Vietnam, Nouvelle-Zélande, Chili ou Kenya. Bon, mais néanmoins, fini le libéralisme débridé. On admet qu'il faut défendre l'économie européenne face à la concurrence chinoise et américaine, faite de subventions à leurs industries et de barrières douanières. Qu'ils soient plutôt libre-échangistes ou plutôt protectionnistes, tous les candidats français sont par exemple pour l'application de clauses miroirs, qui conditionnent l'importation de produits au respect de normes de production similaires à celles qui existent dans l'Union européenne. Les macronistes dans le groupe Renew espèrent même que la multiplication des accords bilatéraux inciteront nos partenaires à s'améliorer sur les plans environnemental et social. Pourtant, la concurrence internationale sert plutôt habituellement de contrainte pour ralentir l'élévation des standards.
Et ce sont parfois les multinationales elles-mêmes qui attaquent les normes trop contraignantes des États, selon des procédures prévues par ces traités. Pour éviter que l'adhésion aux normes environnementales ne soit un pur greenwashing, les Verts, par exemple, insistent pour que ces clauses miroirs soient extrêmement rigoureuses et surtout assorties de nombreux contrôles. On a besoin de protectionnisme, oui, on a besoin de rehausser les droits de douane, oui, on a besoin d'élargir la taxe carbone aux frontières, de l'élargir d'ailleurs à ces produits toxiques, et puis on a besoin de faire en sorte de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. De leur côté, les socialistes et démocrates, le groupe auquel appartient Raphaël Glucksmann, voudraient ajouter des sanctions en cas de manquement. Ce qu'il faut, c'est assumer les rapports de force géopolitiques qui seront nécessairement induits par un changement de nos politiques commerciales. Vous savez ce qu'on m'a répondu ? À la fois à Bruxelles et à Paris, quand j'ai parlé justement de politique vis-à-vis de la Chine qui doivent être beaucoup plus offensives, mais que va-t-on faire de notre cognac ? Mais on va finir par plus avoir d'industrie. À droite, François-Xavier Bellamy, bien que très libéral, demande des quotas d'importation plus stricts et s'oppose à certains traités, à rebours de son groupe, le PPE. Pour lui, il faut moins chercher vainement à imposer les règles européennes à nos partenaires que de rendre la France plus compétitive en atténuant nos propres normes. Le Rassemblement national fait le même type de préconisation, qui à terme tire tout le monde vers le bas, même si cela satisfait certains secteurs économiques à court terme. Bardella se contente en général de répondre nucléaire à toute question et de prétendre en gros qu'il va réussir à tout relocaliser. La France insoumise voudrait dépasser ce problème par une forme de protectionnisme négocié. Produire d'abord pour la demande intérieure et n'exporter que l'éventuel surplus. Réserver les accords commerciaux aux domaines où il n'est pas possible de produire sur son territoire, et à condition que cela ne pousse pas le pays partenaire à bouleverser son propre modèle économique pour tout consacrer à l'exportation. Tout le monde ici siège dans des groupes qui votent majoritairement les accords de libre-échange qui soumettent notre industrie et notre agriculture à une concurrence déloyale, qui importe des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, comme du lait qui vient de la Nouvelle-Zélande, qui est produit avec des pesticides qui sont autorisés là-bas et qui sont interdits ici. Résumons à grands traits. On a un centre qui dit vouloir utiliser les clauses miroirs pour pousser nos partenaires commerciaux à améliorer leurs exigences. La gauche répond que ça ne marcherait que si les libéraux étaient prêts à imposer un véritable rapport de force. La plupart du temps, ça met surtout la pression sur nos propres standards. Surtout par exemple quand le gouvernement écoute ses petits copains de la FNSEA. La droite et l'extrême droite assument, eux, beaucoup plus souvent de vouloir baisser carrément les standards français pour pouvoir concurrencer plus facilement les marchandises étrangères. Pour être synthétique, comme l'a montré une note de l'Institut Veblen, les têtes de liste françaises de gauche ne diffèrent pas sur les votes emblématiques touchant aux questions commerciales, sur les traités de libre-échange, sur les clauses miroirs ou sur la protection des investissements. En revanche, les groupes auxquels ils appartiennent sont parfois plus libéraux. À gauche, les votes des candidats français, à droite, les votes de leur groupe au Parlement européen. Dans la compétition électorale, ces différences sont surexploitées. Marie Toussaint, par exemple, cherche à se distinguer de la liste de Raphaël Glucksmann en pointant que son groupe au Parlement européen vote des mesures libérales et climaticides. Qui défend le protectionnisme en matière agricole? Ce sont les écologistes, ce ne sont pas les socialistes, Raphaël. Marie, c'est une évidence. Quand je te laisse parler quand tu t'exprimes. Laisse-moi finir. C'est ça. Donc, Manon Aubry, quant à elle, répète à l'envi que... Moi, je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui ne donne aucune voix aux accords de libre-échange. Donc le scrutin du 9 juin ne permettra pas vraiment de départager des lignes qui seraient fondamentalement différentes à gauche. En revanche, la campagne fait avancer certaines idées dans le débat public qui pourront être capitalisées pour lutter par exemple contre le traité du Mercosur ou contre un retour du partenariat transatlantique avec les États-Unis. À la semaine prochaine.